La fin d'année est arrivée, du coup les vidéos de bilan, vous allez devoir vous taper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, encore de bonnes fêtes, j'espère que pour Noël vous avez été gâtés, vous vous êtes goinfrés et vous vous êtes amusés. Moi personnellement oui, et donc du coup comme depuis la création de la chaîne, quand c'est la fin de l'année, on se retrouve avec les vidéos habituelles du bilan. Donc là on va commencer avec le top. On va enchaîner avec le flop et on finira avec la troisième partie, le bilan de la chaîne 2022 par rapport à Mister Cult et ce qui va arriver en 2023 dans les salles. Alors j'avais fait un petit sondage vite fait sur Insta où je voulais savoir un petit peu si vous préférez que je fasse un top et un flop 5 ou un top et un flop 10. La majorité a préféré que je fasse un top et un flop 10. Alors c'est vrai que les deux dernières années, j'avais plutôt fait top et flop 5 tout simplement parce que avec le Covid, le confinement, les cinémas ont été fermés pendant très longtemps. Donc du coup, on n'avait pas vu beaucoup de films. Donc ça ne justifiait pas que je fasse un top et un flop 10. Là, cette année, plus de confinement. Les cinémas ont été ouverts toute l'année. J'ai eu la chance de voir plein de bons films, comme des mauvais, on y viendra dans la partie 2. Bien sûr, malgré tout, j'ai quand même pas eu le temps de voir tout. Voilà, j'ai beau être une machine, je peux pas tout voir. Il y a certains films que j'avais vraiment envie de voir, mais je les ai zappés pour différentes raisons, pour travail, fatigue, gastro-entérite aiguë, bref, les discours habituels. Mais voilà, j'ai quand même réussi à garder quand même une liste de films. Donc on va enchaîner avec le top, les films que j'ai le plus aimé cette année. Alors avant qu'on entre dans le top 10, je vais vous faire une petite liste des films que j'ai aimés. Soit je les ai pas assez aimés, soit tout simplement il n'y avait pas la place. Donc, comment dire, des fois en fait, je justifie un top 10 par le fait que j'ai envie de revoir ces films. Toi, il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais j'ai pas spécialement envie de les revoir. Là, le top 10, clairement, les 10 films que vous verrez, c'est parce que ce sont des films que je peux revoir et que je prendrai toujours plaisir à revoir. Là, c'est pour diverses raisons. Alors, donc, pour les films que j'ai aimés, mais qui sont pas dans le top 10, il y a Licorice Pizza, Scream 5, Novembre, Nightmare Alley, Deadstream, The Green Knight, The Power, Compromat, Le Chapeauté 2, Massacre à la tronçonneuse, Beast, Les Bonnes Étoiles, Notre-Dame brûle, Violent Night, Ambulance, Vortex, Les Bad Guys, The Duke, Les Crimes du futur, She Said, The Sadness, Fumée fait tousser, Crypto, Prey, Sans filtre, Dark Glasses, X, Pinocchio, la version de Del Toro, Amsterdam, Glass Onion, Smile, Armageddon Time, Black Phone, Top Gun Maverick, Coupé et 3000 ans à t'attendre. Voilà, donc ça c'était les bons films de l'année pour moi. Maintenant, on va s'occuper au top 10, les films que j'ai vraiment surkiffé. Ça fait longtemps que j'avais plus dit ce mot-là. C'est parti pour le top 10 de Mister Cult 2022. Numéro 10, The Batman, réalisé par Matt Reeves. Ah, et pourtant il était craint celui-là. C'est vrai que ça fait quand même depuis le premier Batman de Tim Burton, donc depuis 88, ça va faire quand même plus d'une trentaine d'années. On est quand même à 4-5 reboots de la chauve-souris, quoi. Je veux dire, entre les deux Burton, les deux Schumacher, la trilogie Dark Knight, le DC Extended Universe, et maintenant encore The Batman, sachant que le DC Extended Universe est toujours en vie, enfin, pour l'instant. On te fait encore une saga en parallèle avec donc Matt Reeves aux commandes et Robert Pattinson dans la peau de ce Batman là, mais malgré tout Matt Reeves, j'avais beaucoup aimé son travail sur les deuxième et troisième volets de la saga, la nouvelle trilogie de la planète des singes, et j'étais vraiment emballé par les premières bonnes annonces, les premiers visuels, et malgré tout ça a été une énorme claque. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec les films longs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des films longs, que ce soit The Batman ou Avatar par exemple. Tant que c'est bien raconté, tant que c'est bien mis en scène, tant que tu as quelque chose à me montrer à l'écran, moi je suis à l'écoute. Et The Batman, j'ai beaucoup aimé la façon dont le réalisateur mettait en avant un petit peu les débuts de la chauve-souris, avec un Batman
très jeune, je crois que ça fait 1 ou 2 ans qu'il a commencé, qui fait des erreurs, ou même son matériel n'est pas encore sophistiqué comme on aimerait. Mais Robert Pattinson, je trouvais qu'il apportait une noirceur que j'avais vu rarement, en tout cas même au cinéma. J'ai toujours défendu Robert Pattinson et je continuerai à le défendre, malgré que, parce qu'il a joué dans Twilight, mais c'était il y a 10 ans et il faut juste regarder les films qu'il a fait depuis, quoi, et donc fermez votre gueule, parce que là pour moi juste il a confirmé que c'est l'un des meilleurs Batman pour moi. J'ai pas envie de dire le meilleur, ça va partir dans les débats, mais j'avais fait la critique à l'époque, j'avais fait un live Batman avec plusieurs invités où justement on était en train de débattre sur tous les films qui sont sortis, donc clairement je ne vais pas revenir dessus, mais non, The Batman ça a été une très belle expérience. Que je prends plaisir à revoir, que ce soit Robert Pattinson, que ce soit Paul Dano avec en homme mystère, Jeffrey Wright en commissaire Gordon, et sûrement vu comme ça annonce à la fin avec la possible arrivée du Joker dans un deuxième volet. Bon, deuxième volet qui arrivera pas d'ici 3-4 ans en tout cas, mais clairement je suis assez impatient. Zoe Kravitz aussi en Catwoman, très bon choix de casting personnellement. Je m'en fous moi que ça, les polémiques par rapport à le fait qu'elle soit black, j'en ai rien à foutre. Moi personnellement, elle apportait une sensualité et la relation qu'il avait avec Batman, qu'elle entretenait avec Batman était vraiment très intéressante. Donc personnellement, The Batman, oui, je valide. Numéro 9, Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde. Excusez mon accent anglais. Alors ça a été un film, je pensais pas le mettre dans le top, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à le regarder. Il était sorti je crois au mois de septembre, et je crois que j'ai regardé mi-octobre, je crois que c'était vraiment sa dernière semaine. Je me dis, peut-être que j'allais le regarder ce truc là. Et c'était un film qui divisait énormément, je voyais les critiques très négatives, d'autres ultra positifs, enfin c'était un film qui vraiment ne faisait pas l'unanimité, et tout ce que Mister Cut adore, clairement. Et donc, on va jeter un petit coup d'œil. Et clairement, en fait, la bande-annonce, je dirais pas qu'elle a été mensongère. Moi, ça me dérange pas qu'un film, même une bande-annonce, te dit ah le film va t'emmener là, et puis finalement, je te fais une quenelle. Mais non, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est une sorte de film très quatrième dimension dans l'esprit. Et déjà, j'ai l'impression que même pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler davantage. Moi, j'avais juste vu la première bonne annonce quand à un moment j'ai été invité chez Megamax, que je salue, quand on avait fait le live, là il faisait une émission où on regardait les bonnes annonces, donc on en avait eu la chance de voir, enfin dans les sujets c'était Don't Worry Darling, donc je dis bon on va le regarder ce truc là. Direct dès les premières images, j'ai été intrigué par l'histoire, par l'esthétique, par la performance de Florence Pugh. Voilà, je m'en foutais moi la polémique par le fait que les scènes de cul étaient assez hautes. Voilà. Mais non, pour ce qui est du reste, vraiment, en fait, dès le début, en fait, c'est cette ville très années 50, soit dans l'esprit, avec, voilà, les femmes sont à la cuisine toute la journée, elles font le ménage, elles bronzent, elles vont faire les emplettes, et les mecs qui partent tous en même temps, ils prennent leur voiture, ils vont aller bosser, et en fait, voilà, en fait, le personnage de Florence Pugh, je sais plus comment elle s'appelle, où pendant 2 heures de film, en fait, elle se questionne sur l'utilité, pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont dans cette petite ville tout bien quadrillée, tout parfait, qu'est-ce que leur travail, comme le personnage de Chris Pine qui justement est celui qui gère toute cette structure, va changer le monde. Et forcément, elle se questionne. Est-ce que ce que je vois est réel? Est-ce que ce que je vois n'est pas réel? Et je vais m'arrêter là pour ne pas vous en dévoiler davantage. Donc si vous n'avez pas vu Don't Worry Darling, j'ai vraiment un accent de merde. Le film va bientôt sortir en DVD Blu-ray, donc vraiment je vous le conseille énormément parce que ça a été l'une des expériences ciné les plus qui m'a le plus bouleversé. Quand je suis sorti de la salle, j'avais plein de questions et vraiment ça a été non, je vous le conseille énormément. En tout cas, gros coup de cœur. Numéro 8. Elvis, réalisé par Baz Luhrmann. The greatest show on earth. Alors pareil, celui-là, je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais l'apprécier parce que, alors déjà de base, Elvis,
je suis pas forcément le plus grand fan de sa musique. Alors, il y a des chansons que j'aime bien de lui. Je veux dire, je suis pas en train de dire que je déteste Elvis. C'est juste que, voilà, je peux en écouter 2-3 vite fait, mais c'est pas un artiste que je vais écouter pendant 2-3 heures dans ma voiture, quoi. Mais voilà, je respecte, c'est le king malgré tout. Donc quand j'entends, oui, ils vont faire un biopic sur Elvis, j'étais bon, pourquoi pas, quoi. De toute façon, en ce moment, entre Bohemian Rhapsody, Rocketman, le biopic sur Michael Jackson qui devrait pas tarder, je crois, 2024, 2025, un truc comme ça. Et c'est à la mode, les biopics sur les artistes musicaux, donc ça m'étonne pas en fait qu'à un moment ou un autre, Elvis y passe. Par contre, c'est vrai que j'avais plus de réserve par rapport au cinéaste. C'est vrai que Baz Luhrmann, c'est pas forcément le réalisateur qui me fascine le plus. Alors, il a un côté très débridé, une esthétique très... ça va 100 à l'heure, on va dire, que ce soit son adaptation de Roméo plus Juliette, il avait fait Moulin Rouge qui m'avait convaincu à moitié, Australia qui était chiant comme la mort, par contre Gatsby j'avais adoré, Gatsby c'était vraiment très bien, moi personnellement, en fait tu sentais que ces 3-4 premiers films, voilà, il y avait des petites bribes, il y avait des... Tu vois, tout n'était pas vraiment bon à 100%, et en fait j'ai l'impression qu'il avait enlevé tous les défauts de ces 3 premiers films, et il avait gardé que les qualités pour faire Gatsby. C'est vraiment son film le plus complet. Mais là, je trouve que vraiment avec Elvis, il réussit à coordonner sa mise en scène avec la vie totalement débridée de Elvis Presley. Et ça se voit parce que c'était vraiment un artiste finalement assez fascinant, qui n'a pas eu une vie facile entre tout le temps cette conquête vraiment cette quête de reconnaissance. Qui vraiment il voulait marquer le monde de la musique, mais en même temps aussi il voulait se lancer dans le cinéma, et ça a marché, mais à moitié. Vraiment, t'as l'impression qu'on pour les films on le prenait parce que tiens vas-y, pour cette scène là il nous faut quelqu'un pour chanter, tiens vas-y, fais-nous ta chanson Elvis, tu vois. Et t'as l'impression qu'on ne le prenait pas trop au sérieux, que c'était de toute façon Elvis c'est pas un grand acteur. Je sais que c'est pas un grand acteur, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux malgré tout. Austin Butler, rien à dire. Vraiment, je pense que d'ici 2-3 mois, il y a les Oscars. C'est sûrement l'un des gros favoris pour la statuette. J'ai rien à dire, il m'a mis une claque. T'as vraiment l'impression de voir dans la gestuelle, dans sa façon, dans comment il communie avec le public lors des concerts. T'as l'impression de voir Elvis, quoi. C'est vraiment dingue le travail déjà pour travailler sa voix, pour vraiment qu'elle ressemble à Elvis, son physique, le travail de maquillage. Je me dis, mais ouais, c'est Elvis le mec, quoi. C'est juste dingue, vraiment. Et pourtant le film aussi dure très longtemps, 2h45. Est-ce que tu te dis, bon, est-ce que ça va pas faire trop long? Et finalement non, je trouve que tout est justifié. La relation aussi avec le colonel, je sais plus comment il s'appelle, le personnage joué par Tom Hanks, qui pareil est méconnaissable, où à un moment, tu vois, tu te dis, ouais, il pourrait enfin conquérir le monde, parce qu'en plus, c'est aussi son gros regret à Elvis, c'est d'avoir fait carrière entièrement aux États-Unis, de ne pas avoir quitté le pays pour, je sais pas, faire des concerts en Europe ou en Asie, ou des trucs comme ça. Il est vraiment resté des trucs. Alors bon, certes, le contrat que lui proposait Las Vegas, c'était vraiment... c'est bon, il était riche jusqu'à la fin de sa vie. C'est dommage d'avoir pris cette voie. Je pense que si tu vois, il aurait fait ça, je sais pas, pendant 1 ou 2 ans à la limite, tu vois, mais qu'à un moment il parte. Et je pense que le personnage de Tom Hanks a vraiment été un gros enfoiré, hein, pour être très gentil. Mais oui, c'est dommage. Vraiment, je pense qu'à un moment, il aurait pu encore en plus s'inscrire dans la légende si vraiment il aurait pu partir à l'étranger, faire une série de concerts en Europe, comme ça aurait pu être phénoménal. Mais bon, pour ce qui est du reste, j'ai fait une critique à l'époque, je vous la renvoie dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le film. Vraiment, gros coup de cœur. Elvis de Baz Luhrmann, je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais l'apprécier, mais je pensais pas forcément le mettre dans le top, mais vraiment une grosse claque. Et il est 8ème et je suis très content. Numéro 7, Bones and All, réalisé par Luca Guadagnino. Maybe love will set you free. Alors pareil, ça c'est un film qui est sorti au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. J'ai découvert un petit peu la bande-annonce par hasard. Alors en gros le film ça raconte une jeune fille qui en fait son père l'enferme le soir, tu sais pas trop pourquoi, et en fait à un moment on l'invite à une soirée et elle commence à lui bouffer le doigt, et en fait voilà, elle a des problèmes de cannibalisme qu'elle n'arrive pas à gérer, et son père la laisse.
Donc elle est toute seule, elle essaie de gérer sa vie et elle va rencontrer un de ses semblables qui est joué par Timothée Chalamet avec un jean dégueulasse et une coupe de cheveux qui devrait être interdite aujourd'hui clairement. Non mais plus sérieusement, et donc de cette personne va avoir une sorte de quête initiatique. Et voilà, une histoire d'amour aussi qui va se développer petit à petit. Et je m'y attendais pas du tout. Pareil, on n'en a pas trop parlé. Je pense que c'est peut-être aussi par rapport au sujet. Je veux dire, un film d'auteur qui traite du cannibalisme. D'ailleurs, je crois au bout de 10-15 minutes, il y a 4-5 personnes qui sont sorties de la salle. Il y a une personne au moment où la fille mange le doigt à sa pote là, lors de leur soirée pyjama. Et un petit peu plus loin, quand elle est dans la maison, enfin avec le vieux là qu'il a rencontré lors de la gare, enfin à la gare quand elle avait quitté son père. Et donc du coup ils avaient tué quelqu'un, enfin il avait tué quelqu'un, ils commençaient donc du coup tous les deux un petit peu à manger cette personne. Et là il y a une personne qui fait je peux pas regarder ça. Ils sont sortis 3-4 personnes d'un coup. Ouais, je suis bon moi. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme ça. La prochaine fois que vous regardez un film, essayez de vous renseigner un minimum sur le sujet, ça vous évitera de dépenser de payer une place pour rien quoi. Mais pour ce qui est du reste, vraiment, comme j'ai dit, c'est une quête initiatique, mais c'est tout aussi l'apport à ce côté un petit peu horrifique. Je veux dire, quand même, manger son semblable, c'est pas n'importe quoi. Et les deux jeunes acteurs sont juste excellents. Bon, Timothée Chalamet, il a plus grand chose à prouver, hein. Ça fait quand même déjà 4-5 ans que c'est devenu la grosse coqueluche d'Hollywood. Mais la jeune actrice, je ne me souviens plus de son nom. Allez, je mettrai son nom là comme ça à l'écran. Grosse révélation. Donc pareil, j'ai pas trop envie de vous gâcher la surprise. Ça a été très peu mis en avant ce film. Pourtant, je veux dire, Luca Guadagnino, c'est quand même le mec qui avait fait Call Me By Your Name, qui avait fait le remake de Suspiria, qui m'avait convaincu à moitié, et qui là, si je dis pas de bêtises, est en train de préparer une nouvelle version de Scarface, si je dis pas de conneries. Ça me fait très peur, mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais non, autant j'avais des doutes dans ses premiers films, là j'ai l'impression que le mec il commence à monter en puissance, il traite de sujets aussi qui sont très difficiles, mais où l'expérience cinématographique n'en est que plus forte. Et Bones and All, je vous le conseille. Ne vous fiez pas au sujet, oui, ça parle de cannibalisme et tout ça. Oui, il y a des scènes un petit peu gore, tu vois, c'est normal, forcément. Des personnes qui mangent des humains, oui, on va pas te censurer ça, non, il y a du sang, donc je vous mets en garde, mais et ce sont des films qui vous permettent un petit peu de sortir de votre zone de confort, et je vous encourage à regarder Bones and All. Je crois qu'il d'ailleurs à ce moment-là, je crois qu'il est encore en salle. Plus beaucoup de séances, mais il est encore en salle. Voilà. Numéro 6, Freaks Out, réalisé par Gabriel Menetti. Tu sei speciale, ragazzi. Tu hai un dono. Alors, Freaks Out est un film italien dont le cinéaste nous avait déjà bluffé il y a 4-5 ans avec, je l'avais découvert au Festival de Gérardmer, on l'appelle Jig Robot, qui, voilà, c'était un petit peu traité du mythe du super-héros, comme si on n'en bouffait déjà pas assez avec les films américains, et maintenant c'est les Italiens qui s'y mettent aussi. Mais voilà, et Freaks Out c'est un peu dans le même délire, en gros ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, et en fait tu suis des personnes qui ne sont pas... normaux, on va dire ça. Je crois que t'as un nain, t'as un mec, une sorte de loup, enfin un mec géant à 2 mètres, ultra poilu. T'as une femme, une jeune fille qui contrôle l'électricité, et t'en as encore un autre qui a des pouvoirs, je sais plus ce qu'il peut faire, je crois qu'il peut se multiplier. Bref, enfin voilà, ce sont des personnages, des personnes un petit peu totalement freaks, voilà. Ceux qui, je sais pas, qui ont regardé American Horror Story, Freak Show avec dans les cirques, des personnes, voilà, la femme à barbe et tous ces trucs-là. Bref, voilà, les personnages qu'on suit sont dans le même délire, sauf que ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, on est en pleine occupation. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout, parce que le film est assez long et première 20-30 minutes, vraiment, j'étais là, je dis bon, il faut vraiment que le film il commence un petit peu à me prendre, parce que j'avais un univers vraiment qui me plaisait, mais je n'étais pas investi à 100%, et vraiment au moment
où il y a eu des engueulades, ils commencent un petit peu à se séparer. Là, le film commence vraiment à décoller et le film déborde d'idées de mise en scène, d'idées de réalisation. C'est complètement décomplexé, c'est débridé, les personnages deviennent de plus en plus attachants et il y a des scènes, bon forcément le truc qui avait marqué c'est ce plan beat, je sais pas comment le dire autrement, mais non, Freaks Out, pour ceux qui aiment un petit peu le cinéma de genre, ils ont connu un petit peu dans les années 70-80 un certain, voilà, le cinéma italien qui à l'époque il fallait compter dessus, hein, que ce soit Dario Argento, Lucio Fulci, voilà, tous ces mecs-là qui avaient été les principaux représentants du cinéma de genre italien et qui s'est quelque peu perdu à partir des années 90. Là, le fait de revoir un ou deux cinéastes qui commencent un petit peu à remonter le niveau du cinéma italien, parce qu'aujourd'hui on critique un petit peu le cinéma français par rapport à ces comédies populaires, mais le truc c'est que le cinéma italien, pendant 20 ans, les seuls trucs qu'ils bouffaient c'était que des comédies de merde. Hein. Ah, en Italie c'était que ça. Hein. Là, le fait que tu as du nouveau un ou deux mecs qui essaient de proposer un petit peu de revenir à l'horreur, à des trucs fantastiques, ou même des trucs de super-héros, mais qui se lâchent, bah, ça fait plaisir en tout cas. Donc oui, le film, il n'est pas parfait, mais ne serait-ce que par son univers, son côté totalement décomplexé, et non, moi, je me suis éclaté. Donc Freaks Out, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il était sorti au cinéma quand même assez longtemps, et là, il est disponible vraiment... ça va vous montrer que non, le cinéma de genre italien n'est pas mort et il a encore quelque chose à proposer. Numéro 5, Nope, réalisé par Jordan Peele. Nope. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a divisé? Pareil, alors pourtant, je trouve que... C'est vrai que j'ai fait la critique au mois d'août où j'étais... quelque peu mitigé sur certaines choses en termes de cohérence, comme ça, mais avec le recul en termes de réalisation, c'est quand même le film le plus maîtrisé de Jordan Peele. J'avais adoré Get Out. Us, mon premier visionnage était plutôt positif, je l'avais revu, j'avais mis quelques réserves. Malgré tout, ça reste quand même, il y a quand même des choses très intéressantes dedans, mais je trouve que Nope, c'est vraiment son film le plus maîtrisé en termes de réal. C'est vraiment... comment il arrive juste à te faire flipper avec le ciel, en fait, tout simplement le ciel où t'as dans ces nuages, t'as quelque chose qui se cache et tu sais pas ce que c'est, ou t'as juste en fait quelque chose qui t'attaque au moment en fait où tu regardes le ciel. Là, t'as cette sorte de soucoupe, pas vraiment soucoupe, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tout le film joue un petit peu sur cette mythologie avec ce côté désertique où voilà, forcément ça a une corrélation avec Roswell et tous ces trucs-là, où on te bombarde qu'il y avait peut-être des envahisseurs ici, mais qu'on n'a jamais pu le prouver. Et là, le fait de voir cette créature qui est capable de penser, parce que tu dis, moi au début je pensais que c'était comme tout, voilà, c'était une soucoupe volante et tu as des extraterrestres à l'intérieur, mais en fait non, tu as l'impression que c'est cette soucoupe qui est en fait douée d'une conscience et qui arrive à penser par elle-même pour... T'as des plans, mais même dans... Et pourtant, moi qui suis fan d'horreur, il y a des trucs, j'ai jamais vu ça, j'en avais déjà parlé, mais cette scène où à un moment, t'as le personnage qui est joué par le gars qui joue dans Walking Dead, là, je me souviens plus de son nom, Steven Yeun, et t'as la soucoupe là qui commence à tous les aspirer, et le soir, donc t'as nos deux héros qui sont attaqués, et t'as une pluie battante, et à un moment t'as la soucoupe qui se met au-dessus de la maison et qui commence à évacuer, et t'as une pluie de sang, c'est putain, j'ai jamais vu ça moi au cinéma. Donc clairement il y a des scènes, il y a des plans qui te marquent en tête, tu vois, il y a des plans qui te restent à vie, donc rien que pour ça, Nope, je peux pas faire comme si c'était... Je peux comprendre que pour certains ça a été une semi-déception. Pour moi, malgré tout, Nope, c'était l'événement horrifique de l'année, et Jordan Peele a confirmé les attentes qu'on place en lui depuis quand même 3-4 ans. Numéro 4, Avatar 2, réalisé par James Cameron. Alors vous pensez que j'allais les mettre en premier? Eh ben non. Mais malgré tout,
Alors, je vais pas développer davantage sur Avatar 2 parce que j'ai la critique du film qui est sortie la semaine dernière, donc ça va aller assez vite si vous voulez tout savoir sur ce que j'ai dit par rapport au film. La critique est en ligne, tout simplement par le fait que s'il n'est pas promet, c'est que même si les 13 ans d'attente en valaient la peine, clairement je vais pas vous le cacher, hein, je veux dire, je suis sorti de la salle, j'avais des étoiles plein les yeux. C'est vrai que quand on avait fait le live quelques jours après, James Cameron avec certains de mes invités, où on remettait en question certaines qualités du film, je peux comprendre ce qu'on lui reprochait, et même moi aussi je me suis fait la réflexion. C'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui peuvent être dérangeants, pardon, mais en termes de mise en scène, en termes de pur cinéma, enfin il y a rien eu de mieux cette année. Il n'y a rien eu de mieux ces 4-5 dernières années, quoi. J'ai envie de vous dire, tu peux lui reprocher tout ce que tu veux au film, mais une œuvre qui te propose une telle expérience, alors comme je l'ai dit, moi je l'ai vu en 4DX, donc l'immersion a été encore plus importante, mais non, enfin pour moi les 13 ans d'attente, ça en valait la peine, et je suis sorti de la salle, j'avais juste des étoiles plein les yeux, et le truc c'est que Avatar est l'exemple type pourquoi on se déplace en salle. Avatar 2 est l'exemple type de pourquoi l'expérience cinématographique reste unique. Tu vois, voir un film sur ta petite télé, sur ton ordinateur, ça ne remplacera jamais l'expérience d'une salle de cinéma. Et c'est pour des films comme Avatar 2 que, oui, les gens veulent se déplacer en salle. Ce n'est pas juste un loisir, c'est oui, oh, putain, ils ont envie d'être émerveillés, ils ont envie qu'on leur raconte une histoire simple, bien racontée, et surtout qui te donne de l'émotion. Et aujourd'hui, je n'ai beaucoup, même des blockbusters, je n'ai plus d'émotion. J'ai du fan service pour faire plaisir aux lecteurs de comics ou des trucs comme ça. En fait, c'est des fan films, mais des vrais films qui te racontent une histoire, qui vraiment par l'image, te raconte quelque chose et te donne ce que tu veux. C'est pratiquement plus ça, tu vois, émotionnellement parlant en tout cas. Narrativement, visuellement, c'est juste du jamais vu. Et Avatar 2 est un film important pour moi. Numéro 3, The Northman, réalisé par Robert Eggers. Pareil, j'ai fait la critique à l'époque, je ne vais pas développer davantage, mais moi qui adore tout ce qui est un petit peu heroic fantasy, qui a grandi avec Conan le Barbare et tous ces films-là, voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu des personnages juste badass qui te disent voilà, la vie c'est ça, et on tue des gens et puis c'est tout. C'était une période un petit peu révolue, pour ceux qui avaient grandi dans les années 70-80, tout ce cinéma d'exploitation. Enfin, tout ce cinéma de genre qui se permettait des libertés visuelles, qui te permettait d'avoir vraiment des personnages badass à l'écran, tu vois. Forcément, quand je dis Conan, c'était toute la mythologie qu'il y avait eu John Milius avec Conan le Barbare, la figure de Schwarzenegger. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes ces figures-là, aujourd'hui, tu as l'impression que c'était ringard pour les gens. Où on ne prenait plus trop au sérieux. Il a fallu bien sûr le Seigneur des Anneaux pour remodeler un petit peu ce genre-là au cinéma, mais voilà, ça a été de passage. Il y a eu bien sûr la saga du Hobbit qui a convaincu à moitié, mais non, des personnages comme ça, qu'est-ce qu'il y avait encore un petit peu d'autre dans le même délire? Un truc comme Solomon Kane, mais pareil, ça n'a pas marché. J'allais dire John Carter, mais c'est plutôt science-fiction, mais voilà, c'est un petit peu, vous voyez l'idée. Et là, vous voir Robert Eggers, qui avait déjà confirmé avec The Witch et The Lighthouse, oui, et dont j'attends sa nouvelle version de Nosferatu. Ah non, The Northman, c'était vraiment le film qu'on avait besoin un petit peu pour déboucher toutes ces blockbusters ultra lisses et consensuels, et t'en as plein le cul de voir ces trucs-là, ou même foutre une goutte de sang, ou mettre une paire de nichons, t'as l'impression que c'est choquant aujourd'hui. Tu fais, mais non, enfin, vous vous plaignez de ça, mais il y a 20-30 ans, ça ne vous dérangeait pas. Donc voilà, c'est tout ce côté barbare, tout ce côté rentre dedans, que j'avais vraiment envie de revoir sur grand écran. Et quel kiff, quel plaisir, bordel de merde, ça fait du bien. Hélas, malheureusement,
J'ai beau avoir vanté toutes ses qualités, le film n'a pas eu le succès escompté. Alors c'est pas un bide, mais en fait, si on compte sur ses chiffres au box-office, c'est un échec. Maintenant, de ce que j'ai entendu, il a quand même été rentable par rapport au streaming, parce que je crois qu'il est dans certains pays, il n'était pas forcément sorti en salle. Et puis je crois aussi avec les ventes de DVD Blu-ray, il a l'air de plutôt bien marcher. Donc je pense que ça sera plutôt un succès, ça a été un succès d'estime à sa sortie, mais je pense que son aura culte, si on peut dire ça, je pense qu'il va l'avoir petit à petit en fait au fil des années. Et j'espère en tout cas que l'héritage qui va laisser un héritage et peut-être motivé malgré son échec quelque peu relatif à ce que les studios prennent conscience de certains potentiels et qui prennent un peu plus de risques. Je veux dire, des Northman c'est sympa, mais j'aimerais que des films de ce type, on n'en sorte pas juste un par an ou un tous les 5 ans, qu'on en sorte plusieurs par an, quoi. Donc je garde espoir. Numéro 2, Decision to Live par Park Chan-wook. 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Park Chan-wook, qui a fait Old Boy, nous revient cette année avec une histoire auquel je ne m'y attendais pas en fait de sa part. En gros, ça raconte un détective qui enquête sur la mort suspecte d'un homme qui vit dans les montagnes et ses soupçons se portent sur Sor. Ouais, sa femme. Et en fait, plus l'enquête avance, plus il va être un petit peu, comment dire, déstabilisé et attiré par cette personne, alors que lui, bah, il a une femme, si je dis pas de bêtises, elle est enceinte en plus, je crois. Donc voilà, il y a une relation très, comment dire, malsaine, mais en même temps fascinante qui va se créer entre ces deux personnes. Comme d'habitude, hein, les Coréens, quand il s'agit de... Aujourd'hui, ils tuent le game, quoi. Les Coréens sont juste excellents. C'est pareil, c'est des mecs qui arrivent toujours à renouveler leur cinéma. Voilà, Park Chan-wook, c'est fort partie un petit peu de la sainte trinité entre Kim Ji-woon ou encore Bong Joon-ho. Et tous ces cinéastes-là, mais qui aujourd'hui ont bouffer un petit peu du Smadger dans les années 80-90 et qui vraiment arrivent à transcender leur mise en scène et certains médias aussi pour te proposer quelque chose de vraiment cohérent dans leur cinéma. Alors, Decision to Live, hein, c'est vraiment une histoire assez banale dans le scénario d'une histoire d'amour, mais c'est toute la mise en scène, tous les choix des cadres, comment le cinéaste arrive à transmettre à l'écran les émotions de ses personnages. Et voilà, il n'a pas besoin de te faire, comme beaucoup de gens se masturbent sur ça, il n'a pas besoin de te faire un plan séquence de 360 degrés pour te dire « Waouh, regardez, je suis un auteur ». Non, ça passe par un travail du découpage et du montage bien précis. Et voilà, tu sais, le cinéma, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est deux plans quadrillés de la même façon et c'est tout. Voilà. Et les Coréens sont passés maîtres sur ça. Vraiment, Decision to Live, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment, je n'ai pas fait de critique dessus, hein, donc clairement, je veux que vous le découvriez. Il vient de sortir en DVD Blu-ray, donc je vous encourage à découvrir Decision to Live si c'est pas encore fait. C'est vraiment toute la quintessence de ce qu'on aime, de ce en quoi on aime dans le cinéma coréen de ces 10 dernières années en tout cas. Donc Decision to Live, deuxième quand même malgré tout. Pourtant, voilà, vous avez pu voir Nope, Avatar, The Northman, Elvis, et non, il est quand même deuxième. Donc c'est vous dire vraiment l'importance que ce film a impacté sur moi. Numéro 1, ça y est, le top du top, l'anneau pour les gouverner tous, The Eye of the Tiger, Everything, Everywhere, All at Once, réalisé par Daniel Schreiber et Daniel Kwan. Don't let anything distract you from it. Pareil, la vidéo est sortie au mois de août, début septembre. Moi, je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai pas 10 000 choses à dire. C'est tout ce que j'aime, tout ce que devrait être le multiverse qu'on peut voir dans les films Marvel, DC, tout ça. Créative. C'est surtout ça. C'est 2 heures et demie de créativité où le personnage interprété par Michelle Yeoh, toujours aussi génial, te fait découvrir plusieurs ailes des univers parallèles
Et là où certains ont des gros doigts, d'autres changent aussi par rapport à l'ambiance. Tu vois, tu peux avoir un univers totalement débridé où certains personnages voilà, ont des knacks à la place des doigts, ou d'autres, tu as l'impression que tout leur univers est construit un petit peu sur un drame un petit peu quelque peu psychologique. Et chaque action peut amener aussi à changer le cours d'un toit d'un autre univers, et c'est ça qui est dingue. Et malgré tout, tout cela reste cohérent, et c'est ça qui est fou. Des visuels, des scènes d'action parfaitement chorégraphiées. Voilà, pourquoi en soi je parlais du cinéma coréen, mais vous savez très bien aussi que le cinéma hongkongais qui a grandement... Alors, je crois que le film est américain, enfin c'est une production A24, mais voilà, il y a plusieurs artistes de différents pays qui ont contribué à ce projet-là. Mais voilà, tu sens l'influence du cinéma hongkongais quand même. Moi qui ai été bercé au film de Bruce Lee, au film de Jackie Chan, au film de Tsui Hark, au film de John Woo, revoir un film comme ça qui en plus a eu un joli succès, et c'est vraiment grâce au bouche à oreille que le film a cartonné. Et c'est totalement mérité, et ça fait plaisir à voir clairement. Bien sûr, on peut toujours me reprocher qu'il y a quelques petites incohérences par-ci et là, mais c'est comme j'ai dit sur ma critique d'Avatar 2 la semaine dernière, c'est que de toute façon aujourd'hui, n'importe quel film ne fera jamais l'unanimité. Le film a beau avoir toutes les qualités pour dire que c'est un chef-d'œuvre, tu auras toujours un ou deux trous du cul qui, pour ne pas être dans le moule, va dire ah mais moi j'ai pas aimé pour ça et ça, tu vois. Donc voilà, c'est le cinéma aujourd'hui. C'est aussi aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer par rapport à tel film, là où c'est vrai qu'il y a 20-30 ans tu n'avais pas les réseaux sociaux, donc tu te focalisais sur les magazines, les revues de cinéma. Aujourd'hui tout le monde peut avoir un avis, même un mec qui s'y connaît rien au cinéma, il va dire que c'est de la merde. Bon, c'est toujours bien de dire que c'est de la merde, mais d'avoir des arguments à côté, parce que si juste dire c'est de la merde parce que c'est de la merde, ça va être très limité niveau de discussion. Mais non, Everything Everywhere All at Once est vraiment pour moi le film qui pour moi vraiment représente 2022. Tu vois, tu as beau avoir plein de films que j'ai grandement appréciés, hein, que ce soit Avatar 2, mais en œuvre totalement originale, voilà, qui n'est ni une suite, un préquel, une séquelle tirée d'un roman, d'un jeu vidéo, d'un comics ou quoi que ce soit. C'est un truc totalement original, qui bien sûr a plusieurs influences, hein, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma hongkongais, le drame intimiste, ou voilà, les films de super-héros, les films de multivers, parce que dans une certaine mesure, c'est un mix d'influences, mais les frères Daniels en trouvent quelque chose de purement cohérent, et qui justement voilà, te raconte quelque chose, les relations entre les personnages qui des fois peuvent être très complexes, et tous tes comportements, ce que ça peut engendrer sur ton moi du futur, ou ton moi du passé, ou d'un univers parallèle. Tout cela reste cohérent, et c'est juste dingue, quoi. C'est vraiment une expérience. C'est comme je louais souvent Avatar 2 comme une expérience vraiment cinématographique, comme tu en as rarement vu, mais Everything Everywhere All at Once, très difficile à prononcer aussi. Vraiment, il le titille derrière. Bien sûr, je ne l'ai pas vu en 4DX, il y avait certains cinémas qui le proposaient comme ça, mais malgré tout, il est pour moi le film le plus représentatif de 2022, qui est quand même, en tout cas, vous pouvez voir un petit peu sur mon top 10, qui est quand même très loué sur la créativité. Il y a quelque peu, je regarde vite fait un petit peu, il y a Avatar 2, ok, qui est une suite, il y a un biopic Elvis, alors il y a un reboot de Batman, mais sinon tout le reste c'est pratiquement que des scénarios originaux, j'ai envie de te dire. Et donc c'est vous dire que malgré tout, les gens qui se plaignent que le cinéma aujourd'hui c'est que des films rebâchés, ou des trucs tirés de sagas ou de licences, non, voilà, j'ai quand même réussi à vous trouver 7-8 films qui sortent du lot, et qui personnellement, s'ils sont dans le top, c'est qu'ils m'ont apporté quelque chose. Donc numéro 1, Everything Everywhere All at Once est le film préféré de votre humble Mister Cult. Ce top 2022 est à présent terminé. J'espère que le classement vous a plu. Bien sûr, on like, on partage comme d'habitude, hein, ça changera pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce top.
Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires votre top 10 de 2022, les films que vous avez le plus apprécié. J'ai vraiment envie d'avoir un petit peu vos avis, qu'on puisse un petit peu comparer les goûts et les couleurs. On pense bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et on s'abonne parce qu'on se rapproche des 2000 abonnés, donc on lâche rien. Pour nous, on se retrouve rapidement pour la partie 2 qui sera consacrée au flop. D'ici là, passez encore de bonnes fêtes, allez voir des films. Ciao!